Le roi de France, François Ier, aimait la chasse. Il aimait les arts. Il rêvait, comme ses prédécesseurs, de l'Italie et de ses splendeurs. À partir de 1528, il fait construire à Fontainebleau, dans une forêt giboyeuse au sud de Paris, un palais capable d'égaler ceux de Rome ou de Florence. Ses projets italiens l'amènent aussi à marier son fils, Henri, à une noble florentine, Catherine de Médicis. En janvier 1533, lorsqu'elle arrive en France pour son mariage, Catherine est une très jeune fille de 14 ans. Elle ne peut pas rivaliser pour la beauté avec les dames de la cour de France, surtout pas avec Diane de Poitiers qui subjugue son mari. Mais elle apporte en France son goût des arts, du luxe, des mœurs d'Italie. Elle est instruite et cultivée, elle étudie le grec, le latin, elle a des connaissances en géographie, astrologie, physique, mathématiques. Elle est profondément imprégnée du cadre artistique de Florence, celui de la Renaissance italienne. À Florence, ont travaillé les plus grands artistes de l'époque, Léonard de Vinci, Michel-Ange. Brunelleschi y a défini les principes de l'architecture nouvelle. Désormais, les églises ou les palais sont construits suivant des règles précises, un plan régulier et symétrique, des angles droits. Les bâtisseurs étudient minutieusement les proportions. Ils calculent mathématiquement le rapport entre les dimensions des édifices. Ils alignent les ouvertures et les séparent par des intervalles identiques. L'architecte travaille ainsi comme un musicien. Il joue sur des rythmes et des intervalles, des volumes et des espaces, pour créer une harmonie visuelle. Il utilise les ordres, ces trois grands types de colonnes inspirées de l'Antiquité, pour varier la hauteur des étages tout en rythmant les proportions des façades. Souvent, des pilastres remplacent les colonnes. Coupoles et dômes surmontent les églises. Les palais florentins, à l'ombre desquels Catherine a grandi, ont une apparence austère. Ils ont des allures de forteresse, avec leurs parements de pierre en saillie, les bossages. Mais à l'intérieur s'ouvrent des cours carrées, bordées de galeries en arcade, gracieuses, ombragées et intimes. Ces visions qu'emporte Catherine, peut-elle les retrouver à la cour de France? Pour François Ier, le choix de Catherine s'inscrit dans le rêve italien. Ses appétits sont servis par les divisions qui partagent l'Italie en États rivaux. État de l'Église, République de Florence, République de Venise. Seulement, il se heurte aux visées des autres souverains européens, Charles Quint surtout, parfois allié d'Henri VIII d'Angleterre. 1515, Marignan. François Ier s'empare du Milanais. 1525, désastre de Pavie. François Ier fait prisonnier, perd définitivement après de longues péripéties le duché convoité. Il ne renonce pas à ses ambitions italiennes. En 1530, il propose au pape Clément VII de marier Catherine de Médicis, nièce du pape, avec Henri d'Orléans, second fils du roi. L'arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique, dont la famille règne sur Florence depuis le XVe siècle, n'est qu'un pion sur l'échiquier des rois, une promesse d'alliance entre le roi de France et le pape contre l'empereur d'Autriche. Au-delà de son rêve de gloire, François Ier est ébloui par les artistes italiens. Il offre au plus prestigieux, Léonard de Vinci, de travailler pour lui. Léonard s'installe à Amboise, en Val-de-Loire, avec le titre de premier peintre et ingénieur et architecte du roi. Il y mourra en 1519. Le Val-de-Loire est d'ailleurs le lieu de séjour préféré de la cour. Amboise, Chambord, Blois, Azay-le-Rideau sont les témoins de la première Renaissance française. Mais c'est à Fontainebleau, en Île-de-France, que s'élabore une véritable synthèse des influences italiennes et du goût français. François Ier y fait venir des artistes de nombreux pays, des Italiens surtout, comme Serlio, Le Primatis et Rosso. Ils combinent leurs talents pour réinventer l'art venu d'Italie,
l'adaptant aux traditions locales et au climat. Sur l'emplacement d'un vieux château féodal, ils font naître une grande résidence royale. Le roi de France y imprime sa marque dans la pierre. La cour ovale, construite sur les fondations médiévales, a une forme encore irrégulière. Sur les façades en grès, les ouvertures alignées se répètent harmonieusement. Le décor rappelle l'Antiquité. Des pilastres encadrent portes et fenêtres. La partie neuve du château observe plus complètement les leçons de la Renaissance italienne. Un plan régulier, des raccords droits. François Ier n'a jamais cessé de poursuivre les transformations de son palais. C'est devenu l'une de ses résidences favorites. À l'intérieur apparaît l'originalité de la Renaissance à la française. Ici est née l'école de Fontainebleau, donnant à ce lieu, dans l'art européen, une place comparable pour le XVIe siècle à celle de Versailles au XVIIe et XVIIIe. L'Italien Vasari décrit ainsi en 1568 la galerie François Ier décorée par Rosso. Les murs latéraux recouverts de stuc, avec des compartiments d'une fantaisie extraordinaire et des encadrements variés, sculptés de personnages en forme de cariatides, grandeur nature, reliés au-dessous par de riches guirlandes de fruits et de feuillages. Dans les compartiments du mur, il fit une série de personnages peints à fresque, en si grand nombre que tous les dieux et déesses de la mythologie y figurent. Rosso allie fresques, stucs, motifs imitant le cuir et boiseries richement travaillées. Le primatis met en valeur la beauté du corps humain. Ces éléments ornementaux seront largement repris dans d'autres châteaux français par la suite. Dans ce palais, au décor à la fois italien et français, Catherine de Médicis accouche enfin, le 19 janvier 1544, de son premier enfant. C'est un fils, et un événement politique. Mariés depuis 11 ans, Catherine et Henri n'ont pas encore d'enfants. Depuis 1536, Henri est le dauphin. Avec cette naissance, la descendance des rois de France est assurée. Pour Catherine, voilà enfin la certitude de ne pas être répudiée par un mari auquel elle est profondément attachée, mais qui lui préfère ouvertement la très belle Diane de Poitiers. La grand-tante de l'enfant, Marguerite de Navarre, célèbre la naissance par un poème. Un fils, un nom dont sur tout nom très obligé à Dieu nous nous tenons. Ô fils heureux, joie d'un heureux père, souverain bien d'une contente mère, heureuse foi qui après longue attente leur a donné le fruit de leur prétente. Le baptême du futur François II a lieu à Fontainebleau 1 mois plus tard, le 10 février. Les fêtes du baptême sont écourtées, car depuis 1 an, la guerre a repris contre les armées de Charles Quint. Après la mort de François Ier, en 1547, Henri II reprend à son tour la construction de Fontainebleau. Une renaissance plus originalement française se développe alors, sous l'impulsion de Philibert Delorme,
Pierre Lescaut, Jean Goujon. Henri II confie à Delorme la direction des nouveaux travaux. Il fait édifier une des plus belles parties du château, la salle de bal, magnifiquement ornée de boiseries et de fresques. Henri II y mêle son initiale à celle de Catherine, dans un entrelac ambigu où chacun peut lire le D de Diane de Poitiers. En 1559, Henri II meurt dans un tournoi. À Catherine, le deuil, mais aussi le pouvoir, à travers ses enfants trop jeunes ou influençables, François II puis Charles IX. Et la vengeance. Diane de Poitiers est éloignée. Elle se retire au château d'Annay. Catherine reste attachée à Fontainebleau. 7 de ses 10 enfants y sont nés. À son tour, elle ajoute une aile neuve au palais. Son compatriote, le primatis, en devient le maître d'œuvre. En 1564, pour affermir un pouvoir royal affaibli, Catherine entraîne Charles IX et toute la cour dans un long voyage à travers la France. Une grande fête de départ a lieu à Fontainebleau. Les banquets, les bals, les tournois s'y succèdent pendant plusieurs jours. Huit ans plus tard, au Louvre, une autre fête s'achève dans le sang du massacre de la Saint-Barthélemy et entache la mémoire de Catherine de Médicis. Fontainebleau conserve d'elle, au contraire, le souvenir d'une femme qui a contribué à l'alliance entre le goût français et l'inspiration italienne pour le plus grand épanouissement de la Renaissance.